Non, je vais demander au président du Conseil national de l'UDI de venir me rejoindre. Hervé Morin, bonjour. Vous pouvez l'accueillir un petit peu plus énergiquement. N'applaudissez pas trop longtemps. N'applaudissez pas trop longtemps parce que Jean-Marie Bockel m'a suggéré d'être court. Mes chers amis, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pardon de vous quitter ce soir, mais je suis sur le point d'être papa. Et donc, voilà. Oui. Oui, on a le droit d'être dingue même à 50 balais. C'est comme ça. Bien. On ne changera pas. Tiens, je te donne ça. Je voudrais simplement, mes chers amis, vous faire observer une chose avant d'aborder deux seuls sujets, puisque ce sont les sujets de la conversation de couloir, que sont d'une part le rapprochement avec le MoDem et François Bayrou, et d'autre part la question posée par les déclarations de notre camarade de route, Premier ministre de Jean-Louis et de moi-même, que fut François Fillon. Mais je voudrais d'abord vous faire observer une seule chose. C'est que ce que Jean-Louis a pu construire depuis un an, et ce que nous avons construit tous ensemble, permet aujourd'hui de faire des universités d'été qui sont à peu près comparables à ce que peuvent faire les plus grands partis de France. Honnêtement, sur les 2 jours, 2000 inscrits, c'est absolument colossal. Demandez ce que peuvent faire les autres grandes formations politiques, ils ne font pas plus que nous. Ça prouve qu'il y a aujourd'hui un ciment qui a été constitué entre nous et que ce ciment-là, il est extrêmement précieux et il dépend de vous. Je vous le dis, je vous le redis, à chaque fois que je fais des réunions, soit localement, soit lorsque nous avons des grandes messes comme celle d'aujourd'hui, toute l'organisation que nous voudrons bien mettre, c'est en effet un peu d'huile, un peu d'amélioration des rouages. Mais l'unité et la construction de l'UDI, elle dépend de vous et de votre capacité à pouvoir être unis en tant qu'hommes et femmes partageant les mêmes valeurs et le même projet politique, quelle que soit la famille politique dont vous êtes issus. Et c'est le président du Nouveau Centre qui vous le dit. C'est vous qui construirez cette famille politique grâce à une démarche d'unité, de confiance entre nous et de confiance dans l'avenir. Alors, cette unité dont je parlais à l'instant, elle va prendre une autre forme. Je ne parle pas au futur ni au conditionnel, je parle à l'indicatif. Elle va prendre une autre forme, c'est-à-dire celle de nous permettre, je l'espère le plus rapidement possible parce qu'il n'y a aucune raison d'attendre, nous permettre, à travers une déclaration politique commune ou une charte, appelons ça comme on veut, de faire en sorte que toute la famille centriste soit réunie. Je sais à quel point, pour certains d'entre vous, c'est dérangeant. Je suis probablement, de toutes celles et tous ceux qui sont ici, celui qui connaît le mieux François Bayrou, compte tenu de l'intimité des relations qui étaient les nôtres. Je sais ce qu'a représenté la fracture qui, pour nous, en 2007, a été une fracture qui souvent a été constitutive de nos cheminements politiques. Pour prendre un seul exemple, le Nouveau Centre n'aurait pas existé si l'UDF était restée ce qu'elle était. Et donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de vous, il y a des réticences. Et j'entends le message selon lequel, premier argument, il a trahi le cheminement de l'UDF en appelant à voter pour le Parti socialiste. Eh bien, moi, je peux comprendre cette démarche-là. Je ne l'ai pas approuvée, je l'ai contestée, je m'y suis opposé. Mais je peux la comprendre parce qu'il y avait, à travers la démarche de François Bayrou, que j'ai accompagné jusqu'au premier tour des présidentielles de 2007, l'idée de tenter de construire une majorité en France qui soit une majorité social-démocrate où, grosso modo, il espérait, ce qui pour moi a toujours été une lune, tirer le PS des griffes de l'extrême gauche, qui est la construction politique de notre pays depuis près de 50 ans. Et puis il y avait aussi, mais il faut le dire, la démarche qui a été la sienne en 2012, elle a été aussi la démarche d'un certain nombre de Français qui, tout en étant du centre ou du centre-droit, ont voté François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy parce qu'en 2012, un certain nombre de nos compatriotes ne se retrouvaient pas dans le bilan du chef de l'État de l'époque. Sinon, François Hollande n'aurait pas été élu. Et quand on parle éventuellement de cheminement ou
de modifications de comportement ou de coups de couteau divers et variés. Je vous rappelle que ceux qui veulent aujourd'hui vous donner des leçons ont aussi, à des moments de leur histoire, eu des comportements politiques qu'on a qualifiés de la sorte. Souvenez-vous de 1981, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, ou souvenez-vous de 1995, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Donc, moi, je ne demande pas à François Bayrou d'arriver comme les bourgeois de Calais avec les clés de la ville et la corde. Je demande simplement qu'il y ait, et ça a été fait à mon sens, mais il faut que ce soit fait pleinement, totalement, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, c'est-à-dire une clarification politique qui nous amène très clairement à considérer que le rassemblement de la famille centriste se fait non pas dans l'ambiguïté, mais dans la construction d'une majorité avec nos amis de l'UMP. Ça me paraît évident. La deuxième chose que je vous dis, c'est que, bien entendu, cette construction, j'imagine que Jean-Louis reviendra là-dessus ce soir, c'est que cette construction, ça n'est pas simplement un cartel électoral pour les élections municipales ou les élections européennes. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens et ça nous discréditerait immédiatement. Et ce dont nous avons besoin, au contraire, c'est de faire en sorte qu'à travers une structure légère, suffisamment construite, mais légère, une structure qui nous permette de débattre, de délibérer, de construire un projet politique et d'être en capacité de compter pour les années qui viennent ou les décennies qui viennent, si tant est, peut-on porter un projet politique ou une perspective politique à 10 ans ou à 15 ans. Mais il est évident que lors du rassemblement de la totalité de la famille centriste, il nous faudra très clairement démontrer quel est ce cheminement-là. J'ajoute, mes chers amis, pour reprendre ce que disait Yves Gégaud tout à l'heure, qu'il y a besoin de reconstruire cette famille pour à la fois atteindre la densité nécessaire, j'allais dire la taille critique nécessaire, pour démontrer à nos compatriotes que nous sommes en capacité de devenir une alternative au PS, à l'UMP et au Front National, et que la construction de cette alternative, elle nous impose, ou du projet alternatif, elle nous impose de rassembler toutes celles et tous ceux qui sont capables de porter la voix centriste. Parce qu'on était, si vous voulez bien y réfléchir 2 minutes, on était dans cette bizarrerie-là ou dans ce paradoxe-là. C'est que le PS connaît le grand écart idéologique entre un Manuel Valls et un Montebourg. L'UMP est dans un état de déliquescence et de haine personnelle absolument colossale, et où, grosso modo, entre la droite populaire et Jean-Pierre Raffarin, puisqu'il est élu de cette région, il n'y a quasiment plus rien de commun. Et donc ces deux familles politiques arrivent à rassembler des hommes et des femmes qui sont à peu près divisés sur tout. Et nous étions dans cette situation où nous avions un socle de valeurs, et nous avons un socle de valeurs, des idées communes sur l'Europe, sur la décentralisation, etc., et nous étions séparés, nous étions divisés. Et si nous voulons être en capacité d'incarner cette alternative, quand vous avez un homme qui a été candidat 3 fois à l'élection présidentielle, qui a rassemblé des millions de personnes, eh bien, je lui dis qu'il a sa place avec nous dès lors que cette clarification politique est faite. Je vous dis que derrière ça, il y a en effet pour nous une grande ambition. J'entendais la modernité exprimée de part et d'autre par les uns et les autres, dont mon camarade Loos à Strasbourg. Si vous regardez les messages politiques des 3 principales formations, on est dans la nostalgie, on est dans la haine, on est dans le camouflage de la situation, on est dans la capacité de regarder les choses avec lucidité sur les atouts et les faiblesses de la France, et on continue à raconter une histoire comme si le monde n'était pas en train de changer. Et en fait, les seuls qui peuvent porter l'idée en France d'un projet, j'allais dire moderne, voire post-moderne, c'est nous. C'est nous. C'est bien entendu pas le Front National,
C'est bien entendu pas le Parti socialiste dans la politique, qui est à peu près la même que celle qu'on aurait pu faire en 1981, et ça n'est pas l'UMP qui vit dans cette espèce d'idée qu'on pourrait reconstruire la France sur les mêmes bases qu'il y a 20 ans. En vérité, les seuls qui expriment tous les jours que nous ne vivons pas seulement une crise, comme je le dis tout le temps, mais que nous vivons un vrai changement de monde. Mes chers amis, nous changeons de monde. Et les seuls qui peuvent dire aux Français ce changement de monde nous impose de modifier 4 ou 5 politiques majeures pour que notre pays retrouve optimisme, confiance dans l'avenir, eh bien c'est nous, les seuls qui comprenons que le changement de monde, la géostratégie du XXIe siècle nous oblige à construire l'Europe fédérale. C'est nous, les seuls qui comprennent en effet qu'une partie de la transformation du pays ne sera pas simplement, que l'essentiel de la transformation du pays ne sera pas simplement porté par une espèce d'homme providentiel qui forcément échouera, mais que la transformation du pays, elle est par l'énergie du pays qu'on libère et par la capacité des cellules primaires de la société française de porter cette transformation. C'est nous, les seuls qui sont capables de dire sur le développement durable, nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle. Je vais prendre des exemples simples. Demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, sur l'environnement, vos besoins primaires en énergie correspondront aux besoins primaires de la période de la roue à eau ou du moulin, c'est-à-dire que, grosso modo, nos besoins en énergie, on les aura chez nous, et non plus par EDF et les grands réseaux. Quand vous évoquez le progrès technologique considérable qui amène aujourd'hui les entreprises, entendez-vous bien, j'avais cette discussion il y a 15 jours avec une patronne d'un grand groupe français, à travers l'imprimerie 3D, l'imprimante 3D. Cette imprimante 3D qui va permettre de faire des pièces à partir de chez vous. Eh bien, les entreprises commencent à s'y préparer. Ça va bouleverser le service après-vente, ça va bouleverser les conditions de production, notamment des séries limitées, etc. Et la révolution numérique, mes chers amis, ce n'est pas simplement une révolution qui amène la transformation des conditions de production. Ça bouleverse les consciences individuelles et ça bouleverse les consciences collectives. C'est ça la vérité. Et quand vous voyez le mouvement des pigeons l'année dernière, ça prouve que ça va même transformer la démocratie. Ça va même transformer la démocratie parce que les pigeons, en 15 jours, ont fait beaucoup plus que tout ce qu'aurait pu faire l'opposition à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour essayer de démonter la folie fiscale qu'avait décidé le gouvernement de François Hollande. Et on pourrait multiplier ça à l'infini. Et mes chers amis, dans ce monde qui change, nous devons être, comme je le dis toujours, la droite est structurellement pessimiste. La gauche est structurellement d'un optimisme béat. Eh bien, nous devons être les optimistes réalistes qui portions un discours de vérité sur ce changement de monde. Et dire aux Français, comme le démontre ce Futuroscope, c'est que ce monde nouveau, il est fait pour nous. On y a l'intelligence, la matière grise, le savoir-faire, la technologie, les infrastructures, l'administration. Nous y avons en plus notre histoire, notre capacité à rayonner sur les 5 continents. Et tout ça devrait nous amener à dire aux Français, si on veut bien se bouger un peu, ce monde-là, il est fait pour nous et il nous permettra de retrouver la prospérité, la confiance dans le progrès et dans l'avenir. Voilà ce que nous devons porter, nous, au titre de l'UDI et d'une UDI rassemblée autour de nos principaux dirigeants politiques. C'est ça que nous devons construire, rassembler, je vous le dis. Et nous avons d'autant plus, et je termine par là parce que je vais me faire engueuler, nous avons d'autant plus cette responsabilité que, j'en parlais avec Claude à l'instant et Jean-Louis, que les déclarations de François Fillon, ce n'est pas des déclarations anodines. C'est un séisme, et Claude ajoutait, c'est une décomposition. Je vous le dis, c'est une décomposition. Quel est le moteur qui a allumé la flamme
de François Fillon au point de faire ces déclarations et de les confirmer hier soir. Alors j'entends bien discours serinant habituel. Pourquoi ne nous associerions pas avec le Front National? Le PS est avec les communistes et le Front de gauche. Ben, il y a quand même une différence, mes chers amis. C'est que le Front National est encore xénophobe et raciste. Et que si vous voulez bien regarder le projet du Front National, franchement, je l'ai fait parce que j'étais faire une émission et j'avais amené le programme de Marine Le Pen. Mais si vous prenez chaque proposition, il n'y en a pas une qui correspond à ce qu'on pense de près ou de loin. C'est l'augmentation ahurissante de la dépense publique, ce sont des mesures sur la sécurité qui n'ont strictement aucun sens, c'est la disparition de l'euro et l'embarquement dans une aventure folle. Bon. Et alors, si on prend le niveau local, il faut le dire, il y a eu 4, tu le sais toi, il y a eu 4 villes qui ont été gérées par le Front National. Les 4 villes se sont terminées par une dépense publique absolument ahurissante et un endettement démentiel. Les 4 villes ont terminé par des affaires judiciaires. Les 4 gérants, les 4 maires de ces villes ont terminé par des affaires en correctionnel. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui peut motiver cette construction-là? Je vous pose la question. Moi, j'ai ma petite idée. Elle n'est que la mienne. Je vous livre ça comme on est entre nous, qu'il n'y a personne. Je vous le dis. Je pense que derrière ça, il y a les déchirements de l'UMP qui les amènent à ne plus construire quelque chose de cohérent. Je vais vous dire, pour moi, le cheminement de tout ça. Le cheminement, c'est qui sera le plus à droite possible pour pouvoir accaparer ce positionnement politique au moment de 2016-2017. Et pour moi, la position de François Fillon, elle doit se lire à l'aune de la probable position de Nicolas Sarkozy quand il reviendra dans le jeu politique. Mais ça nous amène, au-delà de cette réflexion, à vous dire ceci. Qui peut croire un seul instant qu'en disant aux Français que, grosso modo, nous pouvons être associés ou appelés à voter pour le Front National, qui peut croire un seul instant que cela va dégonfler le Front National? Au contraire, les digues sont lâchées. Et au contraire, ça nous empêche de nous poser la vraie question. Et la vraie question, mes chers amis, je vous le dis pour avoir été au gouvernement 3 ans et demi et président d'un groupe parlementaire avant dans la majorité, la vraie question de fond, c'est que pourquoi le Front National est à 25% aujourd'hui? C'est parce que nous n'avons pas su être à la hauteur des responsabilités qui ont été les nôtres. Nous avons, mes chers amis, derrière ça, un sujet, c'est de ne pas chercher à rendre responsable le PS, c'est de dire nous sommes co-responsables de la situation. Et nous sommes d'autant plus co-responsables de la situation que nous avons été 10 ans au pouvoir, de 2002 à 2012. Et qu'en vérité, au lieu d'affronter les sujets, nous les avons contournés. Nous avons eu sur les grands sujets de la politique française et les grandes préoccupations de nos compatriotes une stratégie d'évitement et de contournement. Je vais prendre un exemple ou 2 exemples. Le premier exemple, les 35 heures. Nous ne cessons de dénoncer les 35 heures. Nous portons une analyse, nous portons des propositions. Et finalement, on dit aux Français, mais ça y est, les 35 heures, c'est fini, parce qu'on a créé les heures supplémentaires. Alors, c'est très bien pour le pouvoir d'achat, c'est très bien parce que ça donne un peu de souplesse aux entreprises, mais en aucun cas, ça ne règle ce problème de compétitivité de l'économie française, c'est-à-dire du fait que la France travaille moins que les autres pays européens. Et les seuls qui ont osé aborder le sujet, c'est nous, lors de notre document d'orientation économique, lors du Conseil national du mois de juin ou juillet, je ne sais plus quelle date c'était, juin, James, de juin. Dites-le aux Français, les seuls qui ont abordé le sujet, c'est nous tous. Deuxième exemple, quand on parle de la réforme des retraites, oui, on a fait un bout de chemin. Et
honnêtement, nous qui sommes pour un régime universel de retraite où les Français seraient traités de façon égale, la vraie égalité, on a fait mine d'aborder la question des régimes spéciaux de retraite, mais on ne les a absolument pas réglés. Et on continue à traîner des déséquilibres majeurs sur ce sujet. Là aussi, on a une stratégie de contournement. Et puis, je vous donne un dernier exemple. Quand nous n'arrêtions de dire que nous avions supprimé la taxe professionnelle, est-ce qu'il y a un commerçant, un artisan ou un chef d'entreprise qui dirait que la taxe professionnelle a été supprimée? Donc, vous voyez, le fond du sujet, et c'est notre co-responsabilité droite et gauche, c'est que face aux grands sujets, aux grandes questions qui permettraient à la France de retrouver l'élan, la prospérité et la confiance, nous avons été, certes, nous avons traité un certain nombre de sujets, mais nous n'avons pas eu le courage d'aborder les questions comme nous les abordions durant les campagnes. Et finalement, on provoque la déception, et la déception qui amène à remplir un peu plus la cohorte des gens qui votent Front National. C'est ça la réalité de la question. Et donc François Fillon se trompe. Il se trompe politiquement, il se trompe moralement. Mais pire que ça, il se trompe sur l'analyse qu'il devrait faire du sujet puisqu'il a été Premier ministre pendant 5 ans. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors mes chers amis, il y a des élections municipales. Ces élections municipales, c'est bien entendu pour nous le moment de retrouver les Français autour de responsabilités locales. Mais n'oubliez pas qu'à travers les questions locales se cachent des sujets de politique nationale. Et n'oubliez pas de dire aux Français que les seuls qui portent un vrai projet alternatif, moderne, s'inscrivant dans une vision véritablement optimiste de la société française, c'est nous. Et qu'à travers le cheminement qui est le nôtre, nous serons au rendez-vous le moment venu. Je vous remercie. Merci Hervé Morin. Allez, oui. Un peu de bravo. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis toute la matinée. Bon appétit, à tout à l'heure.